Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce JT, nous nous intéresserons tout d'abord au PV électronique qui sera opérationnel à partir de demain mardi à Angers. Nous reviendrons également sur le procès d'une Angevine, faucheuse d'OGM, qui comparaissait ce lundi à Angers pour avoir refusé de donner son ADN. Enfin, nous conclurons ce JT avec l'inauguration du 3e centre de secours de l'agglomération angevine qui a eu lieu ce samedi à Beaucouzé. Le colonel Jean-Marc Chabou, le responsable des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire, sera d'ailleurs notre invité dans ce journal. Angers fait donc partie des civils de France qui vont tester pendant une durée comprise entre 8 et 16 mois le fameux PV électronique. Chaque année, près de 100 000 procès-verbaux sont dressés à Angers et ce nouveau dispositif pourrait permettre à la police municipale d'être encore plus efficace. Les explications avec ce reportage de Charlotte Blanchet et Lisa Beauval. À côté du traditionnel carnet à souche, voici le tout nouveau boîtier électronique. La police municipale d'Angers en a reçu 20 et commencera à travailler avec dès demain. Seulement une trentaine d'agents a été formée à ce nouveau dispositif sur 80. Les autres continueront d'utiliser le carnet à souche. Angers est ainsi ville pilote pour ce type d'expérimentation et c'est la ville elle-même qui a demandé à l'être. Aujourd'hui, les modalités de traitement d'une contravention ou de l'activité contraventionnelle est dépassée. Le bon vieux carnet à souche fonctionne encore en France, mais dans beaucoup de villes et pays européens, c'est déjà d'actualité. Donc on a pensé ne pas être les derniers à se lancer dans cette aventure. Le gain de temps et la diminution des erreurs sont les arguments avancés pour adopter ce boîtier. Car avec ce dernier, les données ne sont pas copiées plusieurs fois. Il suffit d'entrer les éléments une fois dans la machine. Par la suite, les infos seront transmises informatiquement au Centre national de traitement de Rennes. Mais qu'en pensent les utilisatrices? Dans l'immédiat, ça va être plus lent, le temps de s'habituer à la machine, parce qu'on ne connaît pas tout le fonctionnement de la machine. C'est vrai que le papier, on est habitué et ça va très vite. Quant à vous, automobiliste angevin mal garé, dès demain, vous pourrez trouver sur votre pare-brise soit le traditionnel PV, soit un petit papier vous indiquant qu'une contravention vous sera envoyée par courrier dans les jours qui viennent. Sur Angers, en moyenne, une trentaine de PV est dressée par agent chaque jour. Reste à voir si, avec ce nouveau procédé, les chiffres augmenteront. Intéressons-nous maintenant à un nouvel épisode dans l'affaire des faucheurs d'OGM, jugés il y a maintenant un an à Angers. À l'époque, 9 personnes avaient été condamnées pour avoir fauché, durant l'été 2007, une parcelle de maïs transgénique dans le Saumurois. Aujourd'hui, plusieurs de ces personnes étaient de nouveau convoquées par la justice pour avoir refusé de donner leur ADN. Les précisions de Lisa Beauval et Charlotte Blanchet. Manifestation de soutien ce midi devant le palais de justice aux faucheurs d'OGM qui refusent le prélèvement de leur ADN et le fichage de leur empreinte génétique. Des gens qui refusent d'être traités comme des criminels. Au niveau faucheur volontaire, on considère qu'on n'a pas à être soumis à ce genre de fichage ADN, puisque de toute façon, ils savent qui on est et où nous retrouver, puisque on assume totalement les faits, on agit à visage découvert. Oui, mais voilà, un représentant de la justice peut exiger de toute personne condamnée, même pour un délit mineur, qu'elle se prête au prélèvement d'ADN. Ce que récuse l'une des condamnées de l'an dernier. Le délit de fauchage aujourd'hui n'est pas inclus dans la loi Perben 2 depuis 2008, depuis la nouvelle loi sur les OGM. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, il n'a pas le droit de nous demander le prélèvement ADN. Et là, il n'a vraiment pas le droit. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui devons refuser ou accepter, c'est lui qui doit comprendre que non, il n'a pas à nous le demander. C'est ce que Patricia comptait faire entendre au juge cet après-midi, mais elle veut aussi dénoncer le fichage systématique. Il y a 1 million de personnes qui sont fichées et il y a seulement 2 à 300 000 personnes qui ont été condamnées comme moi quelque chose auparavant. Ça veut dire que tout le reste, ce sont des gens comme vous et moi qui se retrouvent, vous et moi, peut-être pas moi d'ailleurs, mais qui se trouvent encore plus innocents a priori. On bafoue complètement la présomption d'innocence. Ils se sont retrouvés dans un commissariat parce qu'ils étaient victimes, parce qu'ils étaient témoins, parce qu'ils étaient en garde à vue mais qu'ils ont été innocentés. Et aujourd'hui, ils ont leur fichier dans un fichier de grands criminels, quoi. Patricia et 8 autres faucheurs réfractaires risquent aujourd'hui jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais ailleurs en France, des cas similaires aux siens ont déjà bénéficié de relax.
89 employés des hypermarchés Carrefour de Cholet et du Grand Maine à Angers ont saisi le Conseil des prud'hommes. Les salariés reprochent à leur employeur d'avoir intégré dans les salaires, qui se situent au niveau du SMIC, un forfait pause de 5%. Or, selon les organisations syndicales, ce forfait devrait en réalité s'ajouter au salaire minimum. Ce matin à Angers, une audience de conciliation s'est donc déroulée entre les employés et la direction. Carrefour, en fait, n'a pas appliqué la loi. Donc on est au prud'homme pour que la loi soit appliquée. Par rapport au dossier SMIC, où effectivement Carrefour avait intégré le forfait pause dans le taux horaire pour dépasser le SMIC, ce qui est illégal, puisque normalement le forfait pause n'est pas inclus dans le taux horaire. Je redis avec force, Carrefour respecte la réglementation, paye ses salariés au SMIC et au-dessus du SMIC, et à ce niveau-là, nous n'avons rien à craindre. Pour compléter ce reportage, notez que la conciliation a échoué. L'affaire sera donc jugée prochainement. C'est un match qui ne restera pas dans les mémoires, mais l'essentiel est assuré. Samedi soir, les footballeurs d'Angesco ont dû attendre les prolongations pour se qualifier pour le 8e tour de la Coupe de France aux dépens de Poissy, une équipe qui évolue en CFA2. Et une nouvelle fois, c'est Anthony Modeste qui a délivré ses partenaires à la 102e minute de jeu grâce à ce tir imparable dans les buts de Salva. À noter également les très belles qualifications du SO Cholet et de Saumur qui se sont imposés respectivement contre Moulins et Châteauroux sur les scores de 3-2 et 3-1. Les trois équipes angevines connaîtront mercredi leur adversaire pour le 8e tour. Nous allons maintenant conclure cette édition en compagnie du colonel Jean-Marc Chabot qui dirige les sapeurs-pompiers du Maine-et-Loire. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Nous allons revenir avec vous sur l'inauguration du 3e centre de secours de l'agglomération angevine implanté à Beaucouzé. Cette inauguration a eu lieu samedi matin et c'est, j'allais dire, l'aboutissement d'un projet qui s'est étalé sur plusieurs années. Tout à fait. Donc ça fait déjà une dizaine d'années que ce projet était initié et il est aujourd'hui réalisé puisque samedi dernier nous avons inauguré officiellement donc on va dire la mise en place de notre nouvel état-major départemental. Alors c'est un centre de secours, mais également vous le disiez, c'est là que l'état-major est implanté un certain nombre de services. Tout à fait. Donc c'est effectivement une 3e caserne pour défendre l'agglomération d'Angers et également donc le siège de notre direction, de notre état-major. Alors quand on regarde la géographie de l'agglomération angevine, on se rend compte que ce centre de secours, ce nouveau centre de secours est implanté à un endroit stratégique. C'est vrai qu'il n'y avait pas de centre de secours au nord de la Maine. Et ça, c'était un véritable problème. On s'en souvient, on l'avait constaté notamment durant les inondations de 95. Tout à fait. Donc il n'est pas positionné par hasard à cet endroit, puisqu'il est prévu effectivement pour être là pour défendre l'agglomération en cas d'inondation de crue de la Maine. Et puis il est, on va dire, positionné stratégiquement pour défendre la nouvelle déviation donc, de la 11 avec la tranchée couverte, Terra Botanica qui ouvrira dans quelques temps, avec le développement de construction, donc au niveau d'habitation, au niveau d'Avrier, tout le nord et l'ouest de l'agglomération. Oui, c'était effectivement un redéploiement qui était très attendu par les élus, par la population, également par les personnels. Il y a donc maintenant 3 centres de secours sur l'agglomération angevine. Que vont devenir les 2 autres centres de secours? Il y a le Chêne Vert sur la commune de Saint-Barthélemy, et puis il y a la place de l'Académie face au château. Est-ce que l'un de ces 2 centres est appelé à disparaître? Non, puisqu'on conservera donc ces 2 centres de secours. Le 3e donc vient s'ajouter aux structures existantes. Donc c'est pour mieux défendre les pratiquement 300 000 habitants de l'agglomération d'Angers. Donc c'est une grosse agglomération. Ça fait partie des grandes agglomérations de notre pays et il fallait donc ces 3 centres de secours pour assurer une parfaite sécurité des habitants. Alors comment ça se passe pour le redéploiement des personnels? Il y a à peu près près de 500 sapeurs-pompiers professionnels sur le département de Maine-et-Loire. Combien sont-ils sur l'agglomération et quelle est la ventilation entre ces 3 centres de secours? Comment ça se passe? Comment vous répartissez vos forces? Voilà, donc si vous voulez mieux, sur les 3 centres, donc il y a, pour défendre l'agglomération, il y a à peu près 260 agents qui sont répartis sur les 3 casernes. Donc la plus importante, c'est le Chêne Vert, donc on retrouve à peu près une centaine de sapeurs-pompiers professionnels, un petit peu moins sur l'Académie, donc 72, et puis bientôt, puisqu'on monte petit à petit les effectifs sur Angers-Ouest pour arriver à 66. C'est Angers-Ouest, c'est Angers-Ouest. C'est voilà. la dénomination que vous donnez à ce centre. Alors c'est bien évidemment un bâtiment entièrement neuf qui a été construit, vous le disiez, voici, la construction s'est étalée sur plusieurs années. On peut donner son coût? Alors le coût de l'ensemble de la direction et de la nouvelle caserne, c'est 26 millions d'euros.
7 millions donc, pour la 3e caserne d'Angers-Ouest et 19 pour la direction départementale. Bon, alors, samedi matin, lors de l'inauguration, il y a quelques délégués syndicaux qui sont venus voir le président Béchu, qui était encore il y a voici quelques jours le président du SDIS, syndicat départemental d'incendie et de secours, qui avait quelques remarques à lui faire sur la qualité du bâtiment. Tout à fait, je pense que ça s'inscrit dans le cadre d'un dialogue social qu'a toujours voulu le président Béchu, donc toujours être près, proche des personnels, dialoguer. Donc c'est ce qui s'est passé samedi en toute franchise. Donc les personnels ont fait part de leur attente sur les finitions sur ce bâtiment, qui est un gros bâtiment. Hein. C'est 3000 m² de surface qui ont été créées. Donc ça a ouvert en début d'année, donc il y a actuellement donc, des finitions qui sont en cours. 90% de ces finitions sont réalisées à ce jour. Il reste les 10% restants que les personnels ont voulu voir réaliser au plus vite, et c'est ce qui sera fait. Bon, on a vu Christophe Béchu là sur ces images. C'est vrai qu'il va quitter, ou il a déjà quitté officiellement. Je ne sais pas quand est-ce que la passation de pouvoir est prévue. Ça s'est fait ce matin. Ça s'est fait ce matin, donc, voilà. Puisque c'est un acte administratif. Donc, d'accord. Il n'est plus président du SDIS. Non, il n'est plus président du SDIS, puisque Jean-Paul Boineau, donc, lui succède à la tête de la présidence du conseil d'administration du SDIS. Christophe Béchu l'avait annoncé au moment de son élection au Parlement européen. Un mot pour conclure, colonel Chabot, avec vous sur les interventions liées à la tempête. Le vent a soufflé très fort hier sur Angers et sa région. On parle de 125 km/h. Il y a eu du vent aujourd'hui. D'un mot, on peut donner quelques chiffres pour vos interventions? Un petit peu moins de vent aujourd'hui qu'hier, puisqu'effectivement hier on a eu des fortes rafales de vent, 125 km/h sur Angers, un petit peu sur le sud du département, et puis aujourd'hui donc des forces de vent moins importantes, 80 km/h, mais une activité opérationnelle qui est très soutenue, puisque tout à l'heure je faisais le point avant de rentrer dans le studio, on est à 94 interventions aujourd'hui, avec quelques incendies dans des habitations, dans des logements. Donc l'approche de l'hiver fait chauffer à nouveau les logements, et donc c'est une attention toute particulière qui doit être portée au système de chauffage et aux installations électriques. Pas d'intervention dramatique, hein. Il s'agit d'arbres tombés, il n'y a pas de grosses catastrophes liées à ces vents. Hein. Non, ce sont des interventions minimes, donc des chutes d'arbres sur la chaussée, quelques panneaux publicitaires, mais sans conséquences corporelles, heureusement. Merci d'avoir été notre invité dans ce JT, un JT qui est maintenant terminé. Je vous rappelle qu'à partir de 21h ce soir, nous débutons notre programmation spéciale de documentaires présentée dans le cadre du Festival international du scoop et du journalisme. Merci de votre fidélité à Angers 7. À demain pour de nouvelles infos.